Merci beaucoup, Président Woerth. Merci de m'accueillir dans votre prestigieuse commission que vous présidez. Chers collègues, sous la dénomination de frais bancaires, il convient d'abord de distinguer d'une part les frais de tenue de compte et pour rémunération des services de paiement fournis par les banques, et d'autre part les frais pour incidents bancaires qui sont, vous l'aurez vu, les seuls vraiment visés par la proposition de loi qui nous occupe ce matin. Concernant les frais standards, la loi a prévu des obligations d'information sur les conditions tarifaires et a harmonisé les terminologies afin de faciliter la comparaison des offres. Même si la situation n'est pas parfaite, on constate globalement une diminution des tarifs dans un secteur par ailleurs exposé à la concurrence, notamment des néobanques. La situation est très différente concernant les frais d'incident, c'est-à-dire les frais appliqués lorsque le compte est insuffisamment pourvu. Dans un rapport remis en juillet 2018, à partir d'une comparaison des principaux tarifs pratiqués, le Comité consultatif des frais financiers, le CCSF, a établi, je le cite, « Les opérations courantes sur des produits de base et peu différenciés sont très faiblement ou pas facturées, alors que les tarifs sur opérations exceptionnelles et en particulier les incidents sont plus élevés. » Fin de citation. Bien que difficilement lisibles pour nos concitoyens, ces frais peuvent être examinés suivant l'ordre chronologique d'un incident. Tout d'abord, les commissions d'intervention. Elles sont censées rémunérer l'analyse du chargé de clientèle qui constate qu'une demande de paiement occasionnelle, un découvert non autorisé, qui doit alors décider d'accepter ou de rejeter le paiement. Ensuite, les frais supplémentaires appliqués dans les cas où la banque rejette le paiement. Les frais de rejet de chèque, les frais de paiement par carte ou de rejet de prélèvement. Enfin, les frais pour lettre d'information d'incident adressés aux détenteurs du compte à découvert. Certains sont prévus par la loi, vous le savez, comme la lettre MURCEF, mais la plupart sont établis et facturés à discrétion des banques. Les montants de tous ces frais pour incident sur le compte sont forfaitaires. Ces frais, j'insiste là-dessus, se distinguent des agios appliqués en cas de découvert qui sont censés correspondre à un taux d'intérêt pour le crédit que la banque accorde pendant toute la durée du découvert. Il n'existe pas aujourd'hui de statistiques publiques sur le montant total des frais d'incident bancaire et sur sa part dans le revenu des banques. Je dois dire que c'est une des surprises que j'ai eues à l'occasion des différentes auditions que j'ai faites. C'est un des problèmes que l'article 1er de la proposition de loi permettra de résoudre avec une obligation de reporting et de transparence sur ces montants par typologie de clientèle et sur les bénéfices pour les banques. Cependant, nous le savons, il est de notoriété publique que la banque de détail dépend de façon croissante, pour financer son réseau, assez développé en France, des revenus procurés par les frais d'incident bancaire. Une enquête publiée par l'UNAF et l'INC 60 millions de consommateurs proposait une fourchette discutable, mais allant d'un minimum de 2 milliards d'euros à un maximum de 6 milliards d'euros. Nous savons également que les frais d'incident bancaire pèsent disproportionnellement sur les ménages en difficulté financière. L'Observatoire de l'inclusion bancaire a pu établir que les montants des frais d'incident payés par ces 3,3 millions de clients identifiés comme fragiles par leur banque s'établissent en moyenne à 300 € par an, ce qui représente un total d'au moins 1 milliard d'euros, soit entre la moitié ou un sixième selon les estimations des montants globaux des frais appliqués donc à la population totale. Sur les échantillons représentatifs étudiés par l'UNAF en 2017, on constatait que les services bancaires coûtaient 3 fois plus cher aux ménages modestes avec enfants, 2,1% de leur budget, contre 0,7% de la population générale, et cet écart tenait entièrement aux frais d'incident et aux agios. Ces inégalités sont aggravées par les pratiques des banques en matière de remise commerciale, ce qu'on appelle les extournes. Les représentants syndicaux des personnels des banques que nous avons rencontrés attestent que les clients ayant des revenus et une épargne suffisants pour intéresser la banque ont de fortes chances de se voir rembourser tout ou partie de leurs frais occasionnels, alors que les clients qui n'ont pas la même surface financière n'ont pas cette capacité de négociation. On voit donc que la concurrence exacerbée dans le secteur de la finance
a contribué à rendre les banques de détail de plus en plus dépendantes des recettes provenant des incidents bancaires. Et ceci pèse disproportionnellement sur les ménages aux revenus moyens, modestes, voire très modestes. Permettez-moi de citer Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie, lors de l'examen de la séance publique en 2013 du projet de loi, vous en souvenez peut-être, des collègues étaient déjà présents, du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Il disait, je le cite, « Personne n'ignore que ces frais représentent une part importante du revenu des banques. Il n'est pas acceptable que le modèle économique de la banque repose sur la vulnérabilité de nos concitoyens. » Cette situation n'est donc toujours pas acceptable et c'est pourquoi la proposition de loi que je vous propose vise à parvenir à un plafonnement véritablement satisfaisant de ces frais et à le généraliser. Cela revient à mener à son terme un mouvement initié donc par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, vous savez la loi dite Borloo, qui avait prévu aussi un plafonnement des frais de rejet pour chèque et autres modes de paiement. Inchangés depuis 2008, ces plafonds sont entre 30 et 50 € pour un chèque, alors que son montant est inférieur ou supérieur à 50 €, et de 20 € pour rejet sur un autre mode de paiement sans excéder le montant du paiement rejeté. Ces plafonds couvrent l'ensemble des frais occasionnés et incluent donc les éventuelles lettres d'information ou commissions d'intervention liées à ces rejets. En 2013, le législateur est intervenu de nouveau avec un plafonnement spécifique des commissions d'intervention par l'article 52 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui prévoit un double plafonnement des frais par opération et par mois. Un décret d'octobre 2013 a fixé des plafonds de 8 € par opération et 80 € par mois, ce qui revient tout de même potentiellement à un maximum sur une année de 960 €. Cependant, ce plafonnement ne s'applique que pour les comptes des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ce qui exclut, vous l'aurez compris, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Or, vous le savez, ces professionnels sont souvent dans une situation de dépendance face aux banques. Ils devraient eux aussi disposer des mêmes protections que les autres consommateurs. Il est évident que les plafonnements actuels de frais sont insuffisants. L'existence de plafonds différents rend le dispositif peu lisible et la tarification des lettres d'information, de relance ou d'injonction constitue une forme de contournement. Autre effet pervers, les banques se sont toutes alignées sur les montants plafonds sans que jamais la concurrence ne les pousse réellement à se démarquer et en diminuant les frais d'incidents bancaires. J'ajoute qu'aucune étude fondée sur le coût marginal ou le coût complet pour les banques n'a justifié les montants de ces tarifs. Le montant de 20 € pour un prélèvement a par exemple été fixé arbitrairement en 2008 en minorant légèrement les frais de rejet de chèques alors que la diffusion massive des prélèvements automatiques a réduit considérablement les coûts de gestion de ces incidents. De même, les tarifs des commissions d'intervention ne tiennent pas compte du fait qu'elles sont gérées de façon quasi automatique en appliquant un scoring préenregistré. En 2013, les seules initiatives nouvelles engagées par le gouvernement ont relevé de la politique dite d'inclusion bancaire avec des mesures ciblées destinées aux clients, je cite, qui se trouvent en situation de fragilité financière. En particulier, la loi a obligé les banques à proposer aux clients dits fragiles une offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident, donnant accès à des moyens de paiement limités ou à des frais d'incident plafonnés à 20 € par mois. C'est au titre de cette démarche de ciblage que les banques ont pris des engagements supplémentaires annoncés par le président Macron en décembre 2018 avec un nouveau plafond unique couvrant à la fois les frais de rejet et les commissions d'intervention à 25 € par mois pour les populations en situation de fragilité n'ayant pas souscrit l'offre spécifique, soit environ 3,3 millions de personnes, et à 20 € par mois pour les désormais 480 000 souscripteurs de l'offre spécifique. Pour les bénéficiaires de ces plafonnements, il y a certes un progrès, je l'avoue, mais il est ambigu, car la dénomination de fragilité financière inscrite dans la loi est assez stigmatisante pour certains de nos compatriotes. En outre, la portée effective du plafonnement doit être relativisée. Franchement, avec l'offre spécifique, un client n'a droit qu'à des cartes à autorisation préalable, qu'à des chèques de banque, et dans ces conditions, éviter les frais d'incident n'est pas un exploit. Les frais moyens appliqués à ces clients seraient ainsi de 11 €, très inférieurs au plafond de 20 €.
Enfin, il ne faut pas surestimer la générosité des banques. Le public fragile est aussi celui qui présente le plus de risques de déposer un dossier devant les commissions de surendettement, qui seraient dès lors amenées à annuler toute ou partie des dettes envers les banques elles-mêmes. En revanche, ni les plafonds actuels, ni les mesures ciblant certaines populations ne protègent suffisamment contre le phénomène de cascade de frais que nous connaissons, qui peuvent entraîner des centaines d'euros de surcoût pour quelques incidents de paiement sur un compte temporairement à découvert. Ceci accélère le cercle vicieux de l'endettement des clients que les banques n'avaient pas forcément identifié initialement comme en situation de fragilité. Alors que les dirigeants bancaires et les autorités de supervision estiment dans l'ensemble que les frais d'incident auraient une vertu pédagogique et qu'il faut seulement protéger un public identifié comme fragile, nos concitoyens, clients de banques, estiment, eux, de façon générale, que les frais d'incident bancaire sont rarement justifiés et surtout les placent dans des situations difficiles. Donc, la proposition de loi que je vous propose vise donc à ce que la loi réponde enfin à cette attente de nos concitoyens en étendant à tous, et je dirais de manière universelle, puisque le mot est devenu à la mode, le plafonnement global des frais que les banques appliquent aujourd'hui à la clientèle dite fragile. Je vous propose 2 € par incident, 20 € par mois, 200 € par an. Cette approche, de mon point de vue, et du point de vue de mes collègues de groupe qui présentent ce texte avec moi, cette approche présente de nombreux avantages. La loi protégera tous les consommateurs et cessera de stigmatiser certains clients cantonnés à des offres que je qualifierais de low cost. La loi mettra un terme à la situation actuelle où les banques de détail, financièrement dépendantes des frais d'incident, se trouvent dans l'incapacité objective de mener des actions de fond de prévention des incidents. La loi mettra fin au prélèvement mécanique des frais visant à rentabiliser le client à court terme, sans aucun rôle réel pédagogique ni démarche d'accompagnement. Cela mettra fin au cercle vicieux de défiance entre les clients qui connaissent les difficultés financières, occasionnelles ou récurrentes, et les chargés de clientèle, incités aujourd'hui à maximiser les frais pour incident. L'approche serait donc inverse. Puisque les revenus provenant des faits d'incident seront limités, les banques seront désormais incitées à tout faire pour prévenir les incidents afin de se trouver le moins possible dans des situations où les coûts de gestion dépasseraient les plafonds fixés par la loi. Cette réorientation globale du fonctionnement des banques constitue, selon moi, la meilleure garantie de mise en œuvre de leur engagement à mieux accompagner les personnes en difficulté. Il s'agit, je le reconnais, d'une véritable réforme structurelle, mais pour le coup, d'une réforme véritablement marquée par le progrès et les avantages pour les clients. Pourquoi refuserait-on de plafonner les frais d'incident bancaire pour tous les Français, alors qu'un décret du 5 février dernier, pris par le fondement de la loi Pacte, vient de plafonner fortement les commissions pour l'ouverture, la gestion et le transfert des plans d'épargne en action des PEA-PME. Si on plafonne les frais pour les services financiers pour la minorité des plus fortunés, reconnaissons-le, pourquoi ne pas les plafonner, les frais bancaires pour tous nos concitoyens? Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter les différents articles de cette proposition de loi, ainsi que les amendements que je vous présenterai pour en améliorer le texte ou en compléter les dispositions. Je m'explique. L'article 1er supprime les plafonnements actuels pour les frais de rejet et établit de nouveaux plafonds plus favorables, généralisés à l'ensemble des frais d'incident et applicables également aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, donc les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Le texte de la proposition de loi prévoit que ces plafonds incluront les montants d'agio au titre des périodes concernées par ces incidents. J'insiste là-dessus parce que vous verrez, je propose un amendement qui modifie mon propre texte sur cette question-là. Les échanges avec les représentants des associations de défense de consommateurs et les organes de régulation, finalement, m'incitent à dissocier clairement la question des agios à celle des frais d'incident. En effet, inclure les agios dans ce plafond pourrait inciter les banques à rejeter un nombre plus important de paiements, faute de pouvoir rémunérer le crédit que représente le découvert, ce qui exposerait les clients à des difficultés supplémentaires dans leur relation aux créanciers. Je vous propose donc, dans les amendements que je présente également, de dissocier clairement les deux aspects, mais de mettre un terme à la perception actuelle par les banques d'un minimum forfaitaire d'agio qui renchérit considérablement les coûts de découvert et conduit fréquemment à dépasser le seuil de l'usure. S'il vous plaît, il y a vraiment beaucoup de bruit. Je vous remercie de ne pas parler en marge de cette commission. Merci, Président. Je vais vers ma fin. Et conduit fréquemment à dépasser les seuils de l'usure, tout particulièrement pour les découverts, vous le savez, des petits montants. Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er abroge les dispositions relatives à l'offre spécifique et au ciblage des clients dits, je cite, fragiles. Si les limites de ce volet de la politique d'inclusion bancaire
justifie la généralisation du plafond des frais d'incident. Je vous proposerai néanmoins de maintenir cette mesure dans la loi tout en la renforçant et en remplaçant la dénomination jugée stigmatisante de fragilité financière par celle plus objective de difficulté financière. L'article 2, lui, interdit la perception des frais pour les opérations de saisie ou à tiers détenteur. Ça aussi, souvent, c'est pointé par beaucoup, vous le savez, de nos concitoyens qui trouvent cela abusif. Je rappelle que les frais bancaires pour saisie administrative à tiers détenteur sont plafonnés à 100 € par un décret de décembre 2018, consécutivement, je ne sais pas où il est dans la salle, à un amendement de notre collègue Joël Giraud, que je salue, alors rapporteur général du budget, à la loi de finances rectificative pour 2017, qui a unifié les différentes procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Avec ce plafond de 100 €, les frais bancaires pouvaient atteindre 10% du montant du Haut-Trésor, et je cite les bons auteurs, notre collègue donc Joël Giraud, en commission des finances, qui avait dit « Les personnes concernées ont souvent des difficultés financières, et les frais bancaires élevés viennent accroître ces difficultés. » Fin de citation. La mesure de gratuité ne devrait pas poser de difficultés aux banques, n'est-ce pas? Puisque la loi prévoit déjà l'absence de frais bancaires pour le contribuable lors des prélèvements des impôts. Dans les cas de saisie à tiers détenteur, si le contribuable est en tort, il paye les pénalités au Trésor public et je ne vois pas pourquoi il devrait payer en plus un impôt privé supplémentaire à sa banque. Enfin, l'article 3 permet d'appliquer aux travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs l'information gratuite sur le relevé du compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais pour incidents bancaires, alors que la loi réserve aujourd'hui cette garantie minimale aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Mes chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.